pense que ça c'est le jeu. L'enjeu derrière, c'est ce qui doit nous importer. Et malheureusement, ce qu'on observe, ce qu'on constate, c'est que l'enjeu ne semble pas être suffisamment bien pris, ni par les patriotes, les nationalistes, les panafricanistes. Pire, on a du mal à comprendre l'attitude de ceux qui, ne serait-ce que, commencent de telles négociations avec les Occidentaux. Donc, le problème de ces bases, ça a toujours existé. Au fond, il y a des bases militaires quasiment dans tous les pays d'Afrique, on s'en rend même pas compte. En tout cas, il y a de la présence militaire. Beaucoup de pays qui donnent l'air de ne pas avoir de présence militaire, en réalité, ont une présence militaire extrêmement importante. Vous avez des bases logistiques dans tous les aéroports, vous avez les bases logistiques dans tous les ports, et ça, on n'en parle pas assez. Donc, le fond du problème, c'est l'Afrique qui se dit indépendante, elle est indépendante de quoi? De qui? En réalité, on n'a pas un pays, on a l'impression que les gens ne sont pas indépendants, et qu'ils vivent de cette façon-là, sans tenir compte de ce que c'est que l'indépendance réellement, ni ne présente aucune volonté de construire une base solide qui leur permettrait de se projeter en tant que pays souverain et indépendant. La situation dans laquelle nous nous trouvons, prenez n'importe lequel des pays africains, si vous grattez bien, vous trouvez une mission logistique française, anglaise, américaine, allemande, italienne, de l'OTAN, quelque part, canadienne, des choses comme ça, dans leurs aéroports, dans leurs ports. L'autre chose, c'est que, et ça c'est une tradition particulièrement anglaise et française sur le continent africain, la vérité aujourd'hui, c'est que l'essentiel des hauts cadres, ou des cadres, ou des employés européens et, disons, occidentaux dans nos pays, qui travaillent pour les multinationales, pour la coopération, ce sont des militaires. En fait, ils ne sont peut-être pas militaires de profession, mais ils ont tous des missions militaires. Tous. Il n'y en a pas un seul qu'il faut exclure. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je pose toujours deux questions. Comment pouvez-vous expliquer que les gens vivent chez nous, mangent notre nourriture, boivent de notre eau et gagnent de l'argent chez nous, mais votent l'extrême droite? Regardez les résultats des élections de tous ces pays occidentaux. Dans nos pays, les formations d'extrême droite sont celles qui ont les meilleurs résultats. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question, c'est que vous vous demandez toujours, mais pour quelle raison est-ce que vous avez dans nos villes, en Afrique, particulièrement là où on parle le français et utilise le franc CFA, quand vous avez toujours beaucoup de gens qui ne font rien? Beaucoup d'étrangers qui sont là, qui n'ont rien. En fait, quand vous observez exactement quelle est leur occupation, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qu'ils font là. Mais ils sont dans votre ville, ils roulent carrosse, ils montent, ils descendent. Mais très particulièrement, ils sont toujours dans les lieux de joie. Les bars, les lounges, les restaurants, les hôtels. Ils y sont toujours. Et les gens avec lesquels ils parlent le plus souvent, c'est les cadres de nos pays. De quoi parlent-ils? Pourquoi sont-ils tout le temps collés à nos cadres qui, pour la plupart, quand vous observez, finissent par avoir leur nationalité à un moment donné? Il y a un travail de recrutement d'espions, de recrutement de relais, d'informateurs dans nos pays qui est extrêmement grave. Et nous ne faisons pas suffisamment attention à ça. Donc la question de l'encerclement de l'AES, en réalité, soulève la question fondamentale de la réelle indépendance de l'Afrique. Ça soulève la question de savoir par quel miracle sommes-nous en 2024 sans nous rendre compte que nos pays, et que nous sursautions sur le fait avec la question de ça, nos pays sont encerclés, est-ce qu'ils sont indépendants? D'abord, quand vous prenez la plupart des pays, particulièrement ceux où on parle le français et utilisent le franc CFA, ces pays n'ont jamais créé un État. C'est une petite chose sur laquelle on ne revient pas souvent, mais je ne fais que la répéter. Expliquez-nous exactement. La plupart des États, sinon tous, en dehors des États comme le Centrafrique actuel depuis l'année dernière, depuis la constitution de l'année dernière, le Burkina Faso depuis Sankara, la Guinée, Conakry. Conakry, Quand vous regardez, et puis des pays comme l'Algérie,
etc., qui ont conquis leur indépendance. Quand vous regardez les autres pays, c'est un décret français qui crée leur État. C'est un décret. Prenez, allez sur Internet, essayez de voir, vous observerez. Leur constitution ne disent jamais qu'ils créent un État. Jamais. Mais ils déclarent, ils disent une chose. Prenez comment les Américains ont constitué les États-Unis d'Amérique. Ils ont déclaré leur indépendance. Il y a une déclaration d'indépendance, une déclaration de création des États-Unis d'Amérique. Regardez nos constitutions, vous ne voyez jamais, nous avons décidé de créer l'État américain, l'État camerounais, l'État béninois, l'État ivoirien, ça n'existe pas. Malgré le fait que les gens ont révisé les constitutions 10 000 fois. Ils n'ont jamais créé un État. Les Français ont créé des États qui existent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans certains de ces États, j'ai toujours posé cette question, j'ai toujours pas de réponse. Mais je ne sais pas si les gens ont fait le même constat que moi. Les citoyens de ces pays n'ont pas de titre foncier. Ils ont des copies de titres fonciers. Les titres fonciers sont finalement au bénéfice de qui? Nous avons des questions fondamentales que nous n'abordons pas. Comment se fait-il? Pourquoi on ne vous remet pas une copie de votre carte nationale d'identité? On vous remet une carte nationale d'identité. Pourquoi quand il s'agit de votre terre, on vous remet une copie? Une copie veut dire qu'il y a un document original. Qui en est le propriétaire? Qui en profite? Donc, la question de fond, là, on a visuellement un encerclement de ces pays de l'AES, mais on a de façon systémique, on a le fait que ces États-là, qui sont encerclés, Oui. et les États où on parle le français utilisent le franc CFA, pour l'essentiel, ce ne sont pas vraiment des États créés par des Africains, c'est des États créés par décret français. Donc, on peut comprendre, et quand on regarde ce qui nous amène à ce sujet, la question de l'acceptation, l'appel du Sénégal à sécuriser sa frontière avec le Mali, vous vous demandez quelle urgence, quelle opportunité, qu'est-ce qui pousse le Sénégal à vouloir de façon particulière sécuriser sa frontière avec le Mali, après l'expérience de la Fédération du Mali, après le travail de rapprochement qui a essayé de se faire sur l'axe, dans le corridor commercial Tabakunda-Kayes, et autour de la zone de Kédougou, qui est dans le sud, la zone aurifère de Kédougou. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui le nouveau gouvernement à vouloir sécuriser et à appeler l'Union européenne pour l'aider à sécuriser cette frontière? Et on est quand même surpris d'entendre qu'on veut renforcer la sécurisation d'une frontière de près de 500 km avec 10 millions d'euros. On ne sait pas très bien, 10 millions d'euros, bon, on va peut-être acheter des drones sans plus. Mais ça pose un sérieux problème alors que le président sénégalais sort d'une visite officielle au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'agit pas d'un problème entre le Mali et le Sénégal. Il s'agit d'un problème entre le Sénégal et l'AES. Parce qu'il est allé au Burkina également. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit qui se tramait avant cette visite, soit qu'il y a quelque chose qui a soit conduit à implémenter une demande expresse de l'Union européenne, soit quelque chose qui les a poussés eux-mêmes à vouloir se préserver de l'AES. Ce qui est terrible, parce qu'il recrée la division, je voudrais conclure par là, il recrée une division qui existe à l'intérieur de l'Afrique. On renforce les fameuses frontières héritées de la colonisation, mais ces frontières, nous, on ne les a pas tracées. Donc si nous ne les avons pas tracées, elles n'ont aucune légitimité, ni historique, ni anthropologique, ni politique. À partir du moment où ces frontières n'ont aucune légitimité sur ces 3 points, nous ne comprenons pas pourquoi des dirigeants qui disent être panafricanistes, même si avec, on peut revoir un peu l'option panafricaniste, parce que le panafricanisme n'a pas d'option. Il n'y a pas de panafricanisme de droite, il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Le panafricanisme est un mouvement progressiste, donc il ne peut pas être de gauche, ce serait une répétition. Donc, il ne peut pas être de droite. Il ne peut pas être de droite, en fait. Si vous dites qu'il est de gauche, c'est une répétition. Donc, ça pas la peine de dire ça. Donc, si vous dites que vous êtes panafricaniste, on ne comprend pas très bien votre insistance, à vouloir absolument défendre, reconnaître et vous abouter sur des frontières héritées de la colonisation. 2, à vouloir vous laisser protéger en vous séparant d'un autre État. Ça rappelle ce que le président, je crois qu'il s'appelle M. Juncker, quelque chose comme ça, qui disait « l'Europe est un jardin, le reste du monde est dans une jungle ». Sauf que c'est eux qui créent la jungle. Et ils font donc exactement ce que les Américains ont fait en Irak
en créant ce qu'ils appelaient la zone verte. C'est la zone sécurisée au cœur de Bagdad. Le reste, c'est la zone rouge, qui est une zone de chaos. Ça rappelle Brzezinski, ça rappelle l'Empire, l'Empire américain, l'Empire que les Américains rêvaient d'installer à la fin des années 90, et où les zones qui étaient sous contrôle américain, donc sous contrôle occidental, et qui étaient donc vassalisées à l'Amérique, seraient donc des zones vertes, des zones sûres, parce que ces pays seraient tenus par des hommes acquis à l'Occident, et les autres pays qui étaient rebelles, retors à l'impérialisme américain, seraient des zones rouges. Est-ce que c'est ça que les Africains, le message qu'envoie le Sénégal au monde en disant le reste, nous sommes des vassaux. Ouais. Le Sénégal dit-il que eux, les nouveaux dirigeants, sont des vassaux de l'OTAN, de l'Union européenne, du monde occidental, et ils s'opposent, donc ils disent qu'ils sont différents de ceux qui ont refusé de se vassaliser par rapport aux Occidentaux. Voilà la question qui est sur la table, je crois. Merci à vous, Dr Yamtimba. Passion parfait d'homme. Les enjeux relevés donc dans l'exposé ou les analyses de vos copanélistes. On rappelle également, c'est vrai, on parle des militaires américains, anglais, français. On rappelle aussi, on note quand même qu'il y a aussi l'arrivée des instructeurs russes du côté de l'Afrique et précisément au sein même de l'AES, ce qui cause aussi un autre, du moins qui crée un autre débat, l'interrogation, comprendre effectivement la pléthore de ces militaires étrangers du côté de l'Afrique, lorsqu'on sait que c'est deux camps finalement qui s'opposent. Est-ce qu'on n'assiste pas là à la naissance d'une guerre par procuration? Oui, on peut penser qu'on assiste là à la naissance d'une guerre par procuration. Ce qui mène l'analyse en mettant l'accent sur cet angle-là, ils ont le droit de le faire. Oui. Mais l'autre question qu'on peut se poser qui est fondamentale, je crois qu'elle a été abordée par le docteur Yamtimba, c'est la qualité de nos indépendances. Quel est le type d'indépendance en réalité que l'Afrique a eu? Qui pourrait être la conséquence de ces événements, de tout ce qu'on vit. Oui, évidemment. Oui. Nous avons eu ce qu'on appelle des indépendances factices, dénuées de toute souveraineté. À partir de ce moment-là, ceux qui essaient de se battre aujourd'hui pour sortir de cette cage de fer, comme c'est le cas des États de l'AES, ils ne peuvent que subir ce que Tangana explique. C'est-à-dire on devait le prendre comme quelque chose de normal. Cette adversité que subissent aujourd'hui ces pays de l'AES. Et le docteur Yambe est revenu sur quelque chose de très fondamental. Vous savez, nos États, comme ils ne sont pas des États indépendants et souverains, n'ont pas l'habitude de communiquer sur certains actes qui sont pris et que nous découvrons au détour d'un scandale. Oui. Il a fallu que récemment, il y a ce choc entre le général chef d'état-major de l'armée de l'air au Tchad, avec cette correspondance qu'il a envoyée aux Américains pour qu'on découvre qu'il y avait aussi des soldats américains au Tchad. Au Tchad. Quand on parlait de base militaire, tout le monde était focus sur la base militaire de N'Djamena. Mais on oublie, on n'avait pas d'information qu'il y a des Américains aussi implantés au Tchad. Donc, comme il l'a dit, des missions de prologiques, il y en a partout. Dans tous nos aéroports, à côté même de certaines de nos bases militaires. Vous allez à Garoua, mon pays, le Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a une base de drones américains là-bas. Qui a donné l'autorisation? Ça s'est passé comment? Ces accords, c'est quoi? Récemment, il y a deux événements, moi, qui m'ont fait tiquer. La remise par les soldats français de quelques bateaux, soi-disant, quelques canots, à l'armée tchadienne pour sécuriser le lac Tchad. C'était 3 ou 4 trucs mouches, bateaux mouches. Et ça a fait l'objet de... avec la participation de tout l'état-major de l'armée tchadienne. Au même moment, on nous dit qu'ils sont en train de s'éloigner de la France. Ouais. De l'autre côté, vous voyez des actions comme ça, vous vous dites, mais c'est quoi? À Yaoundé, la capitale du Cameroun, s'est réunie
récemment. Les chefs d'état-major, en ce qui concerne ceux qui s'occupent de la mer maritime, Oui. presque de tout la CEAC, encadré par des instructeurs américains et français. Bon, tu regardes ça, tu dis, bon, où est-ce qu'on va? Allons même au sein de l'AUS, l'AUS elle-même. On vous dit que là encore, le Niger a signé un accord de prolongation de la présence de l'armée allemande sur son sol. Nous ne subissons que la qualité des indépendances factices que nous avons, qui nous ont été octroyées. Parce que c'est ça la vérité. Et depuis, même la question de constitution, c'est maintenant qu'on commence à en parler. Est-ce que nos téléspectateurs ignorent que la plupart même de nos drapeaux là, ce n'est pas une constituante ne s'est jamais assise pour définir quel va être nos drapeaux, nos armoiries, là pour la plupart. Le décret de création de l'État, le Cameroun, je crois, c'est en 57, bien avant qu'on devienne indépendant. Il crée déjà l'État qu'on appelle le Cameroun. J'ai l'habitude de dire sur ce plateau, d'insister lourdement. Lourdement. Quand les gens se focalisent en disant « Moi, je suis Camerounais, hein, moi, le vert rouge, je peux mourir pour le vert rouge », ça veut dire même quoi dans le fond? Ça veut dire quoi? Et penser que le Centrafricain qui est à côté de toi, c'est quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qui n'est pas toi. C'est faux. C'est par là qu'on nous a eu. Et on continue de faire des constructions idiotes là-dessus. Quand le Bénin décide de servir de base arrière à la présence militaire française pour déstabiliser l'AIS, en réalité, le Bénin est en train de déstabiliser le Bénin. Le Bénin est en train de déstabiliser le Bénin. C'est une action qui va à l'encontre du rêve des Béninois eux-mêmes. Ça, c'est la vérité. Yamitima a souvent cette déclaration que je trouve très charmante. Il dit c'est ensemble qu'on nous a soumis. Et c'est ensemble qu'on va se relever. Ouais. Depuis longtemps, je vous dis qu'aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Ça fait plus d'une décennie, que je le dis sur les plateaux. Les gens font semblant de ne pas comprendre. Ils jouent. Ils jouent. Et de temps en temps, le FM et la Banque mondiale nous sortent des chiffres. On dit le PIB du Cameroun a accéléré du temps. Les prévisions de croissance de la Côte d'Ivoire pour l'année prochaine, ça va être de 2 chiffres. Et je vois les gens applaudir. Oh, vraiment, les Ivoiriens sont très forts. Ils font mieux que les autres. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Chers amis africains, c'est n'importe quoi. Donc, ces bases militaires-là, ce n'est pas seulement les armes. Là, je suis d'accord avec Yann. Ouais. Ce n'est même pas seulement les gens à la peau blanche qui ne font rien et qui font la cour à certains de nos élites pour leur donner, je ne sais pas, le passeport Bordeaux. Avant, c'est comme ça qu'on disait non Béo. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi certains de nos frères qui sont de véritables hommes liches au service de cette politique qui joue contre les intérêts de notre continent. C'est ça qui explique la misère endémique et la pauvreté rampante qui a fait le nid ici chez nous. Vous ne trouverez pas de pareil comportement de la part des élites en Asie du Sud-Est. Vous n'allez pas trouver. Jamais. C'est eux d'abord. C'est leurs intérêts d'abord. Les Africains partent groupés. Ils vont voir les Sud-Coréens. Oui. Mais allez lire l'histoire même de la Corée. Commencez par là. L'histoire de la Corée du Sud, le général Park. Ce qu'il a fait dans son pays. Au point où aujourd'hui, qui que vous soyez, on vous trouve dans des situations où vous êtes en parfaite intelligence avec des forces qui veulent détruire la Corée, qui que vous soyez, vous allez passer devant les tribunaux. Et avec des années d'emprisonnement en termes de sentences qui sont souvent trop lourds. Parce qu'on veut protéger le pays. Le pays d'abord. C'est en Afrique, peut-être comme on parle français, on se dit que c'est très gentil de parler français et que nous aussi nous sommes des Français. Le président Lula du Brésil, avant qu'il ne revienne, assiste à un sommet de l'OUA à Malabo. Oui. Il pleure. Il dit, mes frères, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous dise encore quoi? Vos prédécesseurs vous ont tout dit. Ils ont même écrit. Mais mettez-vous ensemble, bon Dieu. Vous n'allez pas vous en sortir si vous demeurez des bantoustans comme vous êtes là aujourd'hui. Il va loin. Il dit les universités brésiliennes sont ouvertes. Pour qui? Pour vos étudiants. Et c'est gratuit.
Mais non. Si je ne suis pas devant la tour Eiffel et je fais la photo, j'ai les bras comme ça veut dire que je n'ai pas vu le monde. Comment les Africains peuvent continuer à réfléchir comme ça? Comment? Comment? Même dans excusez-moi, des petits pays comme les Philippines, en ce qui concerne par exemple les industries, n'est-ce pas, de la mer, ils sont très avancés par rapport à nous. On peut en profiter, non? Pourquoi on ne fait pas ça? Je ne parle pas de pays comme l'Indonésie, comme l'Iran. Le Venezuela a des problèmes parce qu'elle a une crise de logement énorme. Elle a fait appel aux Iraniens. Venez nous aider. Les gars ont construit des millions de logements en un temps record. Ça, la bulle spéculative de la crise de logement au Venezuela a fait chute en une fraction de seconde. Allez voir ce qui se passe chez nous. Ces hommes liges-là, qui sont même plus dangereux que ceux qui ont les armes. On dit qu'on va construire des logements sociaux au Cameroun. Allez voir. Qui les construit et qui achète après ces logements. Ce sont les mêmes happy few. Donc, moi je dis, c'est bien beau de constater que l'AIS est encerclé. Oui. Mais n'oublions pas que nous-mêmes, de l'intérieur, le verre est dans le fruit. Il faut aussi le dénoncer. Si nous voulons être en capacité d'avoir le projet de YAM, c'est 10 000 élus panafricains. Hein. Oui, pour y arriver, mon cher ami, on ne peut pas fermer les yeux sur le comportement, l'attitude de nos dirigeants, de nos élites, qui sont à plat ventre devant les intérêts américains. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de remplacer Pierre par Paul. Oui. La venue des troupes russes sur notre sol, c'est pour préparer les Africains, dans tous les domaines, à être prêts pour le nouveau monde multipolaire qui arrive. Malgré la création des bases militaires russes également. Mais ces bases militaires russes doivent avoir pour vocation, un, d'entraîner nos soldats. Oui. Deuxièmement, de les habituer au maniement de ces nouvelles armes qu'ils ont. Je vous rappelle que, prenons la guerre en Ukraine, l'Occident a envoyé beaucoup de chars, non? Les Léopards, les Abrams. Ce sont les militaires ukrainiens eux-mêmes qui disent que mais ces trucs-là, non, on ne peut pas les utiliser. On n'a pas été formés pour les utiliser. Elles ne correspondent pas à notre environnement. Non, on préfère encore les anciens chars soviétiques qui correspondent parce qu'ils ont été conçus pour ça. On ne fait pas la science comme ça pour faire la science. On fait la science pour résoudre les problèmes réels qui se posent à votre environnement. C'est ça. Nous sommes tous malades aujourd'hui, Manuela. Pourquoi? On mange des choses qui ne correspondent pas à notre environnement et qui sont tous, pour la plupart, de véritables poisons. C'est ça qui nous tue. Le taux de diabète a explosé. Le taux de cancer a explosé. Aujourd'hui, une femme ne peut plus ne peut pas donner naissance 2 fois sans qu'on vous dise qu'elle est passée par la césarienne. C'est quoi cette affaire? Ma mère a fait 9 par voie basse. Elle mangeait son Django tranquillement, son Quem tranquillement, elle n'avait jamais eu de problème. Maintenant, deuxième geste, on vous dit, allez, le bistouri doit passer par là. On a des problèmes. Donc, quand les gens restent là, ils disent, oh les armées, les armes, je dis, oui, la Russie peut être quelqu'un qui nous aide, mais nous-mêmes redéfinissons, un, le type de savoir que nous voulons pour nous-mêmes. 2, comment accéder à ce savoir. 3, avoir une discipline de fer comme garde-fou si nous voulons aller de l'avant. Sinon, avec ce que nous voyons là, avec ces fémènes, je dis des fémènes, qui sont à la tête de nos assemblées, qui prennent des lois bidons, avec ces fémènes qui sont à la tête de nos exécutifs, qui signent n'importe quel type d'accord, on ne peut pas s'en sortir. Et effectivement, vous allez voir, moi, j'ai toujours dit que l'AIS, ce sont des batailles que nous avons remportées. Ce n'est pas encore la guerre que nous avons remportée. Et ça, il faut beaucoup de travail. Une émission ne peut pas tenir pour qu'on égrène l'ensemble des propositions cohérentes, justes et ambitieuses que nous devons faire pour sortir de là. Mais une fois de plus, Madame Manuela, grâce à vous, je pense que l'Afrique se réveille. L'Afrique était un géant endormi. Il commence à se réveiller, heureusement. La stratégie pour réveiller quelqu'un qui était dans un coma profond, dans un sommeil comateux,
n'est pas la même stratégie que vous allez utiliser pour lui apprendre à marcher. Comme ça ne sera pas la même stratégie quand il faudra courir. C'est ça, les différentes séquences de ce que l'Afrique doit faire aujourd'hui, qui peuvent expliquer que quand on voit des choses comme ça, les gens qui ont été chassés d'une région se replier aussi facilement à côté de là où ils ont été chassés, ça veut dire tout simplement que le ver est de plus en plus dans le fruit. C'est différent.